Vous avez peut-être déjà entendu dire que l'humain moyen n'utilise que 10% de son cerveau, qu'il est particulièrement dangereux d'aller se baigner après avoir mangé, ou que les épinards sont particulièrement riches en fer. Le point commun entre ces trois affirmations, c'est qu'elles sont absolument fausses. Ce sont ce qu'on appelle des légendes urbaines. Mais elles soulèvent quand même une question. Pourquoi, alors que leur contraire est indiscutablement prouvé, ces rumeurs subsistent-elles dans notre culture et dans nos esprits? Bref, on va en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. Notre approche du bonheur nécessite que nous corrigions la déviation introduite dans notre jugement par notre subjectivité. Autrement dit, je préconise de nous attacher à exercer un jugement objectif, en toutes circonstances. Je décrirai plus en détail de quelle manière nos émotions peuvent impacter notre jugement dans 2 ou 3 épisodes, si tout va bien. On verra aussi plus tard que notre subjectivité n'est pas la seule à entraver notre jugement. Notre raison aussi peut être déficiente si nous ne l'employons pas correctement. Dans cet épisode, je vais vous parler d'erreurs de raisonnement et de biais subjectifs courants qui nous poussent à croire vraies de fausses informations ou à prendre de mauvaises décisions. Alors je vais clarifier 2 choses avant de commencer. D'une part, c'est pas un top 10 dans le sens où c'est pas un classement par ordre d'importance. Et d'autre part, je ne parle pas de dysfonctionnement de notre raison provoqué par des maladies, des lésions physiques ou des troubles psychologiques. On s'intéresse aux erreurs que notre raison commet dans son fonctionnement normal. Imaginez, vous êtes vendeur de glace près d'une plage. Et de temps en temps, vous apprenez dans les journaux locaux qu'une personne est morte noyée dans les environs. En y réfléchissant bien, vous remarquez que les jours où des cas de noyade ont lieu suivent presque toujours les jours où vous avez vendu beaucoup de glace. D'un coup, vous vous sentez responsable, car vous vous dites que ces personnes se sont peut-être noyées parce qu'elles avaient mangé une glace avant d'aller se baigner. Or, en réalité, ça n'a aucun impact. La hausse de vos ventes, tout comme la hausse du nombre d'accidents par noyade, ont une seule et même cause, la hausse de la fréquentation des plages par les baigneurs, qui elle-même a pour cause le beau temps. Là, on a affaire à une erreur de confusion entre corrélation et causalité. Sous prétexte que 2 événements arrivent en même temps, on croit à tort que l'un est la cause de l'autre, alors qu'en réalité ils ne sont liés que par une cause commune. Si le sujet vous amuse, je vous renvoie encore à une très bonne vidéo d'y penser qui vous proposera un paquet d'exemples comme ça. C'est une erreur de raisonnement très classique. Cette fois-ci, vous négociez l'achat d'une voiture d'occasion. Le vendeur vous en a demandé 20 000 € et vous êtes convaincu qu'elle en vaut 10 000. Et il vous dit « Coupons la poire en 2, je vous la laisse pour 15 000. » En fait, le vendeur essaie de jouer sur votre tendance à la validation par le compromis. Lorsque nous décidons parmi un spectre donné de possibilités, il peut nous sembler à tort que le milieu de ce spectre constitue la réponse la plus juste. Mais ce milieu dépend des extrémités du spectre, et il faut les remettre en question. Le vendeur a parfaitement conscience du fait que sa voiture vaut 10 000 €. Il vous en a demandé 20 000 pour truquer l'extrémité haute du spectre, et pour vous pousser à accepter 15 000. Cette erreur de raisonnement n'arrive pas que dans des scénarios de négociation. Il existe plein de domaines où refuser de prendre une décision claire entre plusieurs options et choisir un compromis entre toutes peut s'avérer contre-productif, voire catastrophique. Et c'est souvent par peur de nous tromper que nous faisons ce genre d'erreur. Je vous propose de jouer à pile ou face. Pile, vous gagnez 100 €, face, vous perdez 100 €. Dans cette situation, la plupart des gens craignent davantage de perdre 100 € qu'ils ne sont motivés à l'idée de gagner 100 €. Un peu comme si notre perception de nos pertes et de nos gains potentiels sur ce pari était décalée. En d'autres termes, nous sommes pour la plupart frileux à l'idée de prendre des risques. Il en résulte notre tendance à l'immobilisme. C'est ce qui explique que beaucoup de gens restent malheureux dans leur travail ou dans leur couple, alors qu'ils pourraient raisonnablement en changer. Ils surestiment le risque que ce changement représente et ils sous-estiment l'épanouissement qu'ils pourraient en retirer. Ce phénomène affecte également notre mémoire. Le souvenir d'expériences déplaisantes nous affecte généralement plus que celui d'expériences plaisantes. En conséquence, nous devons nous focaliser consciemment sur nos expériences plaisantes afin d'en retirer un souvenir plus marquant. Lorsque nous sommes confrontés à une situation que nous ne connaissons pas,
nous avons pour réflexe de la comparer à des situations que nous connaissons bien et qui lui sont similaires. On appelle ça raisonner par analogie, et ça fonctionne souvent très bien. Un exemple célèbre en science est l'analogie entre électricité et température. La tension et le courant dans un circuit se comportent comme la température et le flux thermique dans un milieu. Pas la peine de vous arracher les cheveux avec les équations, c'est juste pour vous dire que ça fonctionne à peu près pareil. En revanche, toute analogie a ses limites, et il ne faut pas les perdre de vue. Il y a une expression d'Abraham Maslow qui illustre parfaitement le problème, qui dit que tout ressemble à un clou pour qui ne possède qu'un marteau. Bon, là on est d'accord, c'est un maillet, mais j'avais pas de marteau sous la main. Le fait de nous raccrocher à ce que nous connaissons ne doit pas nous laisser penser que ce que nous connaissons suffit à tout expliquer ou résoudre. Si vous vous souvenez, au début de cet épisode, j'ai exclu de mon raisonnement les cas de maladies, lésions physiques ou troubles psychologiques endommageant l'usage de la raison. Ces cas-là relèvent de la médecine, et pas de la philosophie. Si j'essayais de soigner un malade avec de la philosophie vulgarisée, ça aurait très peu de chances de marcher. Vaccines cause autism? Well, I have 1 million results that say they don't, and 1 result that says they do. I knew it. Just because I have it doesn't mean it's true! Le biais de confirmation est notre tendance, lorsque nous croyons savoir une information, à ne tenir compte que des données qui la consolident et à occulter celles qui s'y opposent. Ce phénomène peut avoir plusieurs causes selon les cas, comme notre réticence à remettre en question ce qui touche à nos convictions, l'affection que nous portons à nos conceptions existantes, et assez souvent une bonne part de paresse intellectuelle. Or, ça devient un vrai problème quand il s'agit de préconceptions ou de légendes urbaines. Parce qu'on a beau prouver scientifiquement que ces choses-là sont fausses, leurs croyances subsistent dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et ça peut même aller très loin avec des individus qui échafaudent des théories complètement loufoques, ou qui vont jusqu'à inventer des fausses preuves, juste pour ne pas admettre que leur croyance est fausse. D'où l'existence de théories du complot parfois folkloriques. Et oui, spéciale dédicace aux fous furieux qui essaient encore de nous prouver que la Terre est plate. Et qui ont au moins le mérite de nous faire marrer avec leurs explications pseudo-scientifiques. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Ceci dit, rigolez pas trop vite, aux dernières nouvelles, environ 9% des Français envisageaient sérieusement que la Terre puisse être plate. Next. Le biais de préférence est une variante de notre biais de confirmation. Cette fois, il s'agit de notre tendance à croire vraie une hypothèse non parce qu'elle est vraisemblable, mais parce que nous souhaiterions qu'elle soit vraie. Autrement dit, nous avons du mal à admettre la vérité lorsqu'elle nous est défavorable. L'un des exemples les plus tristement célèbres est celui du lancement de la navette Challenger en janvier 1986. D'une manière ou d'une autre, les informations selon lesquelles la météo exceptionnellement froide rendrait inopérants des composants critiques à la navette ont été occultées ou ignorées. 73 secondes après le décollage, la navette s'est violemment désintégrée, causant ainsi la mort des 7 astronautes à son bord, et traumatisant l'ensemble des personnes qui assistaient au lancement, sur place ou en direct à la télévision, dont de nombreux enfants. Alors je suis désolé, cet exemple est pas très joyeux, mais il est tellement classique qu'il constitue désormais une étude de cas dans de nombreuses formations d'ingénieurs pour les sensibiliser au danger du biais de préférence. Nous raffolons tellement d'histoires incroyables, scandaleuses, effrayantes ou juste amusantes, qu'on a très envie de les croire même lorsqu'elles sont manifestement fausses. Einstein n'a jamais été mauvais élève à l'école. McDonald's ne met pas d'antivomitif dans ses burgers, nous n'avalons pas d'araignées en dormant, heureusement d'ailleurs, et aucun nageur n'a jamais été embarqué dans l'eau puis largué dans un incendie par un Canadair. On aime bien partager ce genre d'histoires parce qu'elles permettent de nous rendre intéressants. Mais bon, c'est surtout le meilleur moyen de passer pour un pigeon. En 2014, une étude avance que 60% des Français croient qu'un produit est de meilleure qualité s'il est d'origine française. Alors, autant on peut trouver plein d'arguments au fait d'acheter local, notamment d'un point de vue écologique et social. Mais toute chose étant égale par ailleurs, la nationalité d'origine d'un produit ne devrait pas avoir d'influence sur sa qualité. Ou alors, très indirectement.
Pourquoi un bien de consommation français serait-il de meilleure qualité qu'un produit américain, japonais ou chinois? A priori, aucune raison en fait. Le biais d'appartenance consiste à préférer ce qui vient de la communauté à laquelle on s'identifie. Je vous apprends rien en disant que parmi les conséquences possibles de ce biais, on trouve le communautarisme et la discrimination dans son ensemble. En revanche, ce qui est un peu moins connu, c'est qu'en réalité, on est tous sujets à ce biais. Si quelqu'un vous dit un jour « moi je suis pas raciste », eh ben en fait, il s'avère que les scientifiques sont de plus en plus amenés à penser qu'on le serait tous, au moins un petit peu inconsciemment. Parce que notre cerveau serait foutu comme ça. Alors, je dis vraiment pas ça pour culpabiliser ou pour donner des leçons, mais juste pour alerter sur le fait que ce biais existe en chacun de nous. Et pour qu'on en tienne compte. L'idée étant d'éviter qu'il nous fasse prendre des décisions injustes ou contre-productives. Avez-vous déjà vu quelqu'un changer de téléphone portable parce que son chargeur ne marchait plus? Je vous jure, j'ai déjà vu quelqu'un faire ça. C'est trop fort, le téléphone va très bien, le chargeur coûte maximum 5 € à remplacer, et le type se rachète un téléphone à 800 brousouf. Inutile de vous dire que le type en question n'était pas un as de la technologie. Cela dit, cet exemple illustre très bien le biais de simplification. Lorsque nous faisons face à un problème complexe que nous ne comprenons pas, nous sommes tentés de juger la situation en bloc, sans rentrer dans le détail. Et parfois, ok, on n'a pas le choix parce que certaines situations ne nous laissent pas le temps de rentrer dans le détail. Dans ces cas-là, il faut pas perdre de vue que notre jugement est provisoire, basé sur une analyse incomplète. Mais assez souvent, c'est pas tant une question de temps qu'une question de paresse intellectuelle. Par exemple, de nombreuses personnes ont une opinion très négative de l'industrie pharmaceutique dans son ensemble, et par simplification, ils diabolisent tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin. Mais faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'industrie pharmaceutique n'est pas mauvaise en elle-même, elle nous est même indispensable. Elle a pour objet la recherche de médicaments pour remédier aux maux auxquels l'humanité est confrontée, ainsi que leur distribution. C'est-à-dire que concrètement, nous avons besoin de médicaments. En revanche, et sans généraliser, il est exact de dire que certaines pratiques et imperfections systémiques au sein de cette industrie sont néfastes et doivent être identifiées et corrigées. On va en reparler, mais de manière générale, le manichéisme, le fait de dire que des choses sont bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, est une forme de simplification extrêmement dangereuse. En fin de compte, ce qui semble le plus nuire à notre jugement est notre manque de connaissances, ou pire, notre croyance en une fausse connaissance. Il nous est essentiel de baser nos décisions sur des informations justes. En d'autres termes, notre raison s'alimente de notre savoir. Et plus notre savoir est vaste, pertinent et exact, mieux nous sommes à même de prendre des décisions qui servent nos intérêts. Voilà, c'était le dernier point de cette liste qui est d'ailleurs loin d'être exhaustive, mais si je vous ai présenté ces erreurs de raisonnement, c'est pour 3 raisons. D'abord, parce qu'être sensibilisé à ces erreurs nous permet déjà d'essayer de les corriger consciemment. Ensuite, parce qu'au cours des prochains épisodes, nous allons évoquer beaucoup de situations où ces phénomènes entrent en compte. Il sera alors utile que vous sachiez à quoi je fais référence en parlant d'aversion au risque, de limites d'analogie, de biais de confirmation, etc. Et enfin, parce que ces erreurs prennent une dimension tout autre dans un cadre collectif. Elles nous exposent à la manipulation ainsi qu'à des comportements irrationnels de groupe, également appelés biais sociétaux, dont les conséquences sont désastreuses. Et ça, nous en parlerons au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 5e épisode. Du fait de son contenu, j'ai dû le tourner sous un format de liste un peu inhabituel, j'espère que ça vous a pas ennuyé et que le résultat vous a quand même plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour vous tenir informé des prochaines vidéos et à cliquer sur le sublime pouce en l'air. Un très grand merci à tous ceux qui me font part de leurs remarques à chaque épisode, je prends toujours autant de plaisir à vous lire, n'hésitez pas à continuer de vous exprimer dans la section commentaires. Et bien sûr, si vous voulez aider au développement de la chaîne, le plus utile reste encore de partager les épisodes autour de vous, afin de la faire connaître. Vraiment, 1000 merci à tous ceux qui en prennent la peine, sachez que je l'apprécie énormément. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.